Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est hyper heureux de vous accueillir pour l'épisode 6 de La tête à Papineau, le podcast de Bistro Brain. Donc Bistro Brain, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais hier on a eu un super événement qui s'appelait Santé numérique en partenariat avec Science 101 et le Fresque. Alexis était là-bas, qu'est-ce que t'en as pensé Alexis? Eh bien oui, Julie, c'était vraiment un très gros événement. On a été en collaboration avec le Fresque et Science 101, vulgarisation UQAM. C'était vraiment une triple collaboration. On a eu 6 présentations au total, vraiment plein de sujets intéressants, réalité virtuelle, santé numérique, vraiment, là, c'était en raffolé. J'espère que les prochains événements, on pourra vous y retrouver si jamais Santé numérique et notre podcast vous intéressent. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Charlie qui va nous parler de la première observation d'un trou noir. Oui, merci Julie pour cette introduction. Donc, ce soir, je vous emmène voyager. On s'en va un petit peu loin de nos problèmes, on s'en va loin, très loin, genre vraiment très loin. On s'en va dans la galaxie Messier 87, de son petit nom M87. Cette galaxie, elle n'est pas à côté, elle est à 55 millions d'années-lumière de chez nous. 55 millions d'années-lumière, ça fait quoi une année-lumière, autour de la table? Je l'ai su, mais il y a vraiment longtemps. Alors, une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Il faut savoir que la lumière, ça va quand même vite. C'est d'ailleurs la chose la plus rapide qu'on connaisse. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière et on n'arrivera jamais certainement à aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, 55 millions d'années-lumière, ça fait 500 milliards de kilomètres. Ça fait 40 millions de milliards de fois le diamètre de la Terre. Donc, on est quand même rendu loin. On est rendu loin, mais on est capable de l'observer. Et en fait, ça date pas d'hier, puisque la galaxie a été découverte en 1779 par Johann Gottfried Köhler, un astronome allemand. Vous m'excuserez s'il y a des Allemands qui écoutent ce podcast-là. Donc, on la connaît depuis un petit moment. Ce qu'on ne savait pas, c'est que en son centre, il y a un immense trou noir. C'est quoi un trou noir? Est-ce que vous savez ce que c'est? On appelle ça un trou noir, mais je pense pas que ce soit un vrai trou, en fait. Hein. C'est pas une espèce de trou de verre là, dans lequel on va dans la quatrième dimension. Oui, tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, en gros, un trou noir, c'est, comme tu l'as dit Alexis, c'est pas un trou qui absorbe des choses, c'est une immense masse. C'est une masse tellement énorme qu'elle absorbe tout ce qu'il y a autour d'elle, en fait. Elle a une gravité, vous savez, la gravité, c'est ce qui nous permet de nous tenir sur Terre. Elle a une gravité tellement importante qu'elle absorbe tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc, un trou noir, il absorbe et la matière et la lumière. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle trou noir. Mais si c'est noir, comment est-ce que je fais pour l'observer? Moi, si je me mets dans ma chambre, que j'éteins toutes les lumières qui fait noir, je vois rien. C'est ça l'idée. Un trou noir, on ne peut pas l'observer. Et c'est ça qui pose problème. On sait que ça existe, mais on ne peut pas les observer. Mais là, celui de Messier 87, il a quelque chose de particulier. Il est entouré d'un immense halo de lumière. Donc vous allez me dire, c'est pas logique. On vient de voir que un trou noir, normalement, il est tellement gros. Celui de Messier 87, il fait des milliards de fois la masse de notre Soleil. Déjà, notre Soleil, pour nous, on n'arrive pas à le concevoir. Alors, je vous laisse imaginer quelque chose qui fait des milliards de fois la masse de notre Soleil. Il est immense. Et il n'arrive quand même pas à absorber toute la lumière. Il y a de la lumière autour. Et en fait, ce cliché, cliché de ce trou noir, il a été pris le 10 avril 2019. Et à cette époque-là, on a juste des hypothèses sur pourquoi il y a cette lumière autour de ce trou noir. L'hypothèse à l'époque, c'est de dire le trou noir, il absorbe les gaz, et les gaz, en fait, quand ils sont absorbés par le trou noir, ils accélèrent tellement vite qu'ils montent à des milliards et des milliards de degrés, ils chauffent super fort et ça crée de la lumière. Cette théorie, elle va rester pendant quelques années, puis là, il va falloir attendre ce mois-ci, il y a quelques jours à peine, mars 2021, pour qu'on ait un nouveau cliché de ce trou noir qui soit observé, et que cette fois-ci, on comprenne que l'halo de lumière qu'il y a autour de ce trou noir, c'est bien les gaz, mais en fait, on observe aussi un champ magnétique immense, un champ magnétique qui est des milliards de fois plus puissant que celui qui entoure notre planète Terre, par exemple. Et ce champ magnétique, il est tellement puissant que le trou noir, il n'arrive pas à absorber toute la matière. Il absorbe que 90% de la matière qui l'entoure. Il y a une partie de cette matière qui est détournée par le champ magnétique et qui repart, qui fuit le trou noir. Donc ça vous donne une idée de la puissance du champ magnétique. Et c'est la première fois qu'on observait un champ magnétique autour d'un trou noir.
C'était vraiment une découverte super importante. Il faut savoir que, évidemment, cette découverte, ce n'est pas le fruit d'une personne, c'est même pas le fruit d'un centre de recherche, c'est le fruit de 8 télescopes à travers le monde qui se sont regroupés et qui ont corrélé leurs données pour faire cette observation. Je mettrai un lien vers les photos dans la description de la vidéo, puis aussi, on essaiera de mettre ça sur Spotify pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble, c'est quoi les clichés qu'on a pris. Vous allez voir, c'est une photo de carte postale, mais c'est pas du tout ça. C'est un monde de destruction là-dedans. Donc voilà, c'était vraiment là-dessus que je voulais vous parler. C'était sur cette découverte ultra importante et c'était vraiment la première fois qu'on était capable d'observer un trou noir, puisque comme je vous l'ai dit, trou noir, c'est noir, je ne suis pas censé voir. Évidemment, on ne verra jamais à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, on sera toujours juste capable d'essayer de faire des modèles et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. On ne sera jamais capable de l'observer parce qu'il n'y a pas de lumière, mais c'est donc pour ça que tout l'effort se concentre à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de ce trou noir et comment ça se passe, quels phénomènes se produisent pour essayer de mieux les comprendre. Bon, vous avez vu, il est loin, hein, ce trou noir. Et autre chose à signaler, je vous l'ai dit, il est à 55 millions d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière met 55 millions d'années à se rendre à nous. Ça veut dire que nous, ce qu'on observe actuellement, c'est une image du trou noir il y a 55 millions d'années. On a 55 millions d'années de retard. À voir comment ça va évoluer dans les années à venir. Voilà pour la chronique. Il est déjà plus là. Ça se trouve, il est déjà plus là. A priori, non, parce que c'est tellement puissant, puis ça ne peut pas disparaître comme ça en 55 millions d'années. Il faut se dire qu'on parle d'astronomie, là. On est rendu à des échelles tellement immenses qu'on n'arrive même pas à les percevoir, je pense. À notre échelle, c'est incompréhensible, on s'entend. Mais peut-être, oui, tu as peut-être raison, peut-être qu'il a disparu depuis. Il y a 55 millions d'années-lumière, c'est pour avoir une carte postale, c'est l'Express Post, j'imagine. Ouais, je pense que ça prend un petit moment. C'est bon. Ouais, super, merci Charlie pour cette chronique sur donc la première réobservation d'un trou noir. Oui. Je vais maintenant passer la parole à Alexis qui va nous introduire son invité du jour. Oui, eh bien merci Julie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ève Courtois, qui est une étudiante à la maîtrise en biologie à l'Université de Sherbrooke, ancienne présentatrice Bistro Brain à notre événement environnement du 4 février 2019, gagnante du prix de présentation orale par excellence à la première journée de vulgarisation scientifique de Sherbrooke, et maintenant illustratrice, vulgarisatrice scientifique et chargée de projet pour le rappel d'une coopérative de solidarité visant à aider les travaux auprès des cours d'eau. Bien heureux de te recevoir aujourd'hui, Ève. Bonsoir, merci de me recevoir, ça fait plaisir d'être ici. Donc, pour débuter, pour mettre dans l'eau là, ton mémoire, tu t'étais mise dans la tête d'une hirondelle bicolore afin de déterminer comment cet oiseau choisit ses nichoirs. Pourquoi est-ce une question importante à tes yeux? Oui, exactement. En fait, moi, j'ai justement choisi ma maîtrise pour la question parce que je la trouvais vraiment intéressante. L'idée, c'est que les hirondelles, eh bien, elles peuvent nicher dans des nichoirs, ce qui fait en sorte qu'on met des nichoirs à toutes sortes d'endroits avec comme objectif de les aider en leur fournissant des milieux pour faire leur nid, pour avoir des bébés. La question, par contre, c'est si je mets un nichoir dans un environnement qui est mauvais pour l'hirondelle, est-ce qu'elle va réussir à détecter que l'environnement est mauvais ou est-ce qu'elle va nicher là quand même et qu'elle va avoir un échec finalement? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans la tête d'une hirondelle. Bien, comment une hirondelle fait pour choisir son nichoir? Est-ce qu'elle est capable de détecter quels sont les bons nichoirs, quels sont les mauvais nichoirs? Puis, est-ce qu'elle est capable finalement de faire le meilleur choix pour sa survie puis pour sa reproduction? Oui, bien, comment justement tu t'y es prise pour ça? Est-ce que tu étais seule dans ce projet-là? Bien, en fait, je suis entrée sur un gros projet de recherche. J'ai été super chanceuse. C'est un projet de recherche qui se tient à l'Université de Sherbrooke depuis 2004. Donc, moi, je suis arrivée vraiment dans la 15e année, en fait. Là. Donc, j'avais plein de données à m'apporter. Donc, j'ai pu faire des statistiques super poussées. Le réseau de nichoirs est vraiment énorme. On parle de 400 nichoirs entre Montréal et Sherbrooke. Wow. Chaque nichoir a été visité à tous les 2 jours pendant la saison de reproduction depuis 2004. Donc, vous imaginez là, la quantité de données qu'on a, la richesse qu'on a, là, c'est vraiment une expérience impressionnante. Donc, j'ai passé 2 étés sur le terrain avec d'autres collègues à la maîtrise, au doctorat, qui travaillaient sur des questions différentes, mais encore sur l'hirondelle.
Et puis, voilà, j'ai essayé d'évaluer le niveau de préférence d'une hirondelle pour un nichoir. Donc, comment qu'on fait pour savoir si un nichoir est préféré ou non? Eh bien, on regarde la date à laquelle il est choisi. On se dit qu'une hirondelle qui arrive ici en avril, ben si elle a l'embarras du choix, tous les nichoirs sont disponibles, ben elle va choisir en premier son préféré. Donc, le dernier nichoir qui est choisi, c'est le moins préféré. Ensuite, est-ce que le nichoir a reçu des œufs ou les hirondelles ont juste déposé quelques brindilles sans y pondre des œufs? T'sais, ça, c'est un autre indice de préférence. Donc, c'est avec ces indices-là que j'ai essayé de voir quelles caractéristiques de l'environnement sont préférées. Donc, j'ai trouvé toutes sortes d'affaires. Écoute, la nourriture, donc les insectes en vol, la présence de compétiteurs, la présence d'autres hirondelles, le type d'agriculture, la présence de la forêt. Écoute, vraiment, le comportement est extrêmement complexe. C'est plein de découvertes, plein de choses qu'on ne savait pas sur cette espèce-là, puis ça va faire définitivement avancer nos connaissances sur l'hirondelle. D'accord, merci. Et tu dis là, que tu allais observer les nichoirs, les œufs, des choses comme ça. J'imagine que c'est pas quand ça te tente que tu peux aller voir ça. Comment ça se passait concrètement sur le terrain? Ben sur le terrain, en fait, c'est à tous les 2 jours que chaque nichoir est visité. Donc, en tant qu'étudiant gradué, ça veut dire qu'à tous les jours, tu es sur le terrain, tu ouvres des nichoirs. Donc, on arrive en avril, on ouvre les nichoirs, on regarde, bon, il y a des brindilles, tranquillement, les nids se forment, on note le stade d'avancement du nid. Ensuite, quand il y a des œufs, ben, on note le nombre d'œufs. Quand les oisillons éclosent, ben, on les pèse, on prend des mesures, on attrape les adultes, on les bague. Donc, on leur met un petit numéro unique à leurs pattes pour être capable de les reconnaître d'année après année parce que les hirondelles, souvent, elles vont revenir sur le même site. Donc, on est capable de savoir la femelle numéro 43, ben, elle a niché pendant 3 années. La première fois, elle a eu tant d'oisillons. Donc, ça donne vraiment des données super précises. Puis, comme expérience en tant qu'étudiant, là, c'est vraiment trippant. Là. C'est taponner des oiseaux tout l'été. Là. C'est vraiment le fun. Ouais, mais as-tu un nombre particulier? C'est quoi une moyenne? Est-ce que t'es chanceux si t'en vois un ou au Ah contraire, non, c'est des essaims? non, on en voit vraiment beaucoup. Là. Dans la période forte, on peut attraper une vingtaine d'adultes puis manipuler une centaine d'oisillons là, facilement. Là. Donc, Ah, ouais, ok. Donc, c'est des quantités astronomiques. Ils sont tellement accessibles, ils sont là dans leur nichoir. wow, c'est vraiment impressionnant. Mais là, finalement, après toute cette entreprise-là, cette aventure-là avec des années d'études d'études, quels aspects guident les hirondelles bicolores, finalement, dans la sélection du nichoir? Bien, j'ai trouvé que les hirondelles vont se fier à la quantité d'insectes qu'il y a lorsqu'elles arrivent. Donc, en ce moment, les hirondelles ont commencé à arriver. Ma mère m'a écrit la semaine passée pour me dire qu'elle avait vu une hirondelle. Donc, en mars, les hirondelles sont là. Donc, elles arrivent puis elles se disent, bon, est-ce qu'il y a de la nourriture ici? Donc, ça, c'est le premier critère. Elles vont regarder s'il y a de la nourriture. Elles vont regarder aussi s'il y a d'autres hirondelles, s'il y a des compétiteurs, le type de culture, la proximité à la forêt. Mais moi, ce que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est vraiment cette idée-là que la nourriture, au moment de l'arrivée, est super importante. Par contre, la quantité d'insectes, vous vous en doutez, là, surtout sur les champs agricoles, comme les hirondelles vont souvent nicher dans les champs agricoles, ben c'est assez dynamique dans le temps. Surtout quand on utilise des pesticides. Donc là, on a une dynamique d'insectes qui est complètement coupée au moment où on étend des pesticides et les insectes meurent par définition. Là. Donc, la quantité d'insectes, finalement, est absolument pas prévisible dans le temps. Donc, si une hirondelle arrive puis se fie à la quantité de nourriture qu'il y a en mars, ça veut rien dire sur la quantité de nourriture qu'il va avoir en juillet. Donc ça, c'est une caractéristique qui est finalement vraiment pas optimale, en fait. C'est pas quelque chose sur quoi les hirondelles devraient baser leur choix, mais ça fait vraiment partie, c'est une partie importante finalement de leur décision. Donc ça, c'est une découverte que j'ai faite qui sonne un peu la cloche d'alarme, là, comme quoi les pesticides peuvent avoir des influences qu'on soupçonnerait pas de prime abord, qui sont vraiment plus globales. D'accord, c'est vraiment plein de pistes intéressantes. Permets-moi de faire un peu d'aile justement sur ton projet de recherche.
On échangeait plus tôt, puis tu me disais que c'était là que débutait ton projet d'illustration de nos amis de la nature, si on peut les appeler comme ça. Comment a pris naissance ton projet d'illustration? Ouais, ben, en fait, moi, j'ai toujours un peu dessiné, mais jamais vraiment sérieusement. Puis quand je suis arrivée à la maîtrise, j'écoutais, tu sais, on écoute souvent des séminaires, tu sais, d'autres personnes nous partagent leurs recherches, des chercheurs, etc. Puis je me disais, tu sais, des fois c'est long, c'est difficile à comprendre. Puis quand le PowerPoint est rempli de mots, là, on dirait que je trouvais ça difficile. Fait que je me suis dit, moi, quand je vais donner des présentations orales, je vais utiliser le moins de mots possible. Mais quand tu utilises moins de mots, il faut que tu les remplaces par des images. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais utiliser des pictogrammes. Fait que je me suis mis à fouiller sur le net pour trouver les pictogrammes parfaits pour représenter des oisillons, des insectes, des cultures foragères. Donc, je trouvais pas les pictogrammes que je voulais, fait que je me suis dit, ben, je vais les dessiner. Donc, tranquillement, mes pictogrammes sont devenus des dessins un peu plus complexes, puis j'y ai pris goût. Puis à la fin de ma maîtrise, ben, pendant la pandémie, en fait, là, j'ai eu du temps libre, puis je me suis juste mis à dessiner ce que j'aime, ce qui m'inspire, c'est-à-dire les oiseaux, les plantes, les insectes qui nous entourent. Je trouve en général que de connaître les oiseaux, puis les plantes, puis les insectes, ça nous fait voir la vie d'une autre manière. Prendre une marche en forêt quand tu es capable d'identifier l'oiseau que tu entends chanter, apprécier la nature qui t'entoure encore plus. Donc, j'ai essayé de transmettre à travers des illustrations qui ont comme simple but de partager une information sur une espèce ou d'aider les personnes à identifier une espèce en particulier. Oui, d'ailleurs, on s'était fait un grand plaisir là, justement de partager, je pense, c'est un de tes publications sur les bourdons, les abeilles et les guêpes, si mon souvenir est bon. Oui. Ça paraît vraiment que tu prends du plaisir là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'emballe plus dans ton rôle de vulgarisatrice scientifique? C'est vraiment ça, c'est l'idée en fait de transmettre une information visuelle, rapide et accessible, tu sais, comme quoi apprendre des choses, ça n'a pas besoin d'être lourd, ça n'a pas besoin d'être difficile, ça peut être juste de voir une image passer puis qu'elle est tellement efficace que la prochaine fois que tu vas tomber sur cet animal-là, ben tu n'auras pas le choix de t'en rappeler, tu sais. Super, super, merci. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus là, de ton rôle au sein du rappel? Comment ça s'opérationnalise, là, être une vulgarisatrice scientifique professionnelle? Oui, ben moi, j'ai été super chanceuse de tomber sur cet organisme-là. En fait, le Rappel, c'est une coopérative qui œuvre en gestion de l'eau. Donc, tout ce qui a trait à la protection des lacs, des cours d'eau, des milieux humides. Donc, déjà là, c'est une cause que je trouve tellement inspirante, tellement importante. Donc, vraiment le fun à communiquer, à vulgariser. Il y a plein de concepts scientifiques en arrière de ça, tu sais, qui sont importants à comprendre si on veut faire les bons gestes pour protéger. Donc, moi, j'avais appliqué à la base sur un poste de biologiste au rappel, mais j'avais déjà compris que je voulais dans la vie communiquer la science. Donc, j'ai été très transparente sur mes intérêts et mes passions. Et puis, ils m'ont dit, ah, ben, vois-tu, on aurait besoin de quelqu'un justement en vulgarisation. On aurait besoin de quelqu'un en communication. Donc, l'objectif, c'était principalement de produire des guides, donc destinés à monsieur, madame, tout le monde, mais parfois à des publics un peu plus ciblés, donc des associations de riverains, par exemple, des municipalités. Produire des outils de vulgarisation sur des sujets très précis. Donc, j'ai des guides, produis des communications sur les sites web, des infolettres, des choses comme ça, vraiment pour partager cette information-là pour que les gens puissent prendre les bonnes actions pour protéger leur plan d'eau. C'est vraiment réjouissant et encourageant, je trouve, de partir un peu de la stimulation que les gens ont pour une communication claire, engageante, scientifique, puis de voir ça, justement, qu'il y a des postes comme ça de vulgarisatrices ou de vulgarisateurs scientifiques qui sont créés de cet engouement-là, c'est vraiment quelque chose qui nous emballe, là, je pense, à Bistro Brain. On a aussi des gens bien emballés qui étaient prêts à participer, à mettre un peu leur curiosité en marche pour ton entrevue. Et on a justement là, une question du public de la part de Denis Pellerin, qu'on salue, qui te demande en fait, à Sherbrooke, quel serait le projet le plus intéressant pour améliorer, protéger la qualité de l'eau de nos rivières avec un budget de 50 000 $, voire 1 million de $?
C'est une excellente question. Grosse question quand même de oui, c'est la ça, j'allais personne dire. aujourd'hui. C'est une très grosse question. En fait, pour répondre à ça, il faudrait faire un gros effort de priorisation parce qu'il y en a plein des actions qu'on peut faire pour protéger les rivières. On peut agir à l'échelle du bassin versant, donc en essayant de limiter l'érosion, de limiter la pollution par les nutriments, par les produits toxiques. Donc, il y aurait plusieurs choses à faire à l'échelle du bassin versant, mais il y aurait aussi des choses à faire à l'échelle de la rivière même. Donc, protéger les berges, contrôler les espèces exotiques envahissantes. Donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, mais là, je suis pas assez au courant des rivières de Sherbrooke pour faire l'exercice de priorisation avec vous en ce moment-là. Très belle valeur du monde de la science qu'est l'humilité. Écoute, pour pas te laisser sur une question sans réponse exhaustive qui exigerait un charge de projet, j'aimerais savoir pour toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société? Ben pour moi, la vulgarisation scientifique, en fait, elle est partout. C'est d'être capable d'expliquer à ta grand-mère ce que tu fais dans la vie. C'est d'être capable de vulgariser un article que tu as lu dans la presse à tes beaux-parents sur l'heure du souper. Puis c'est aussi de défaire la désinformation quand tu l'entends, quand tu la vois passer sur les réseaux sociaux. C'est de communiquer une information qui va faire en sorte que les gens sont conscients des enjeux des changements climatiques, sont conscients des enjeux reliés à la protection des milieux naturels. Donc, la vulgarisation scientifique, c'est pas naïf, en fait, c'est si important dans notre société. Puis, dans mon milieu, dans l'environnement, c'est d'autant plus important pour que les gens soient capables de se mobiliser. Il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est important de se mobiliser. Très bien répondu, très bien dit. Écoute, Ève, grand merci. Comment nos auditeuristes peuvent-ils te suivre? Ils peuvent me suivre sur mon compte Facebook et Instagram, Ève Courtois Illustration. Puis, j'ai aussi un site web qui regroupe mes dessins, donc evecourtois.com. Un grand merci, Ève, pour ta participation à notre 6e épisode de La Tête à Papineau. Je redonne la parole à Julie. Ben oui, merci beaucoup Ève pour ta présence, puis c'était super intéressant, là, autant ton projet de recherche que ce que tu as réussi à faire dans ton travail de vulgarisation, là, comme disait Alexis, c'est hyper encourageant, je trouve, et stimulant de voir qu'il y a des projets, des entreprises qui offrent des postes comme ça. Donc vraiment un grand merci. Merci à Alexis puis à Charlie pour sa chronique astronomique tout à l'heure. Je vais maintenant remercier tout notre auditoire pour nous avoir suivis dans ce 6e épisode. Si vous avez des commentaires, encore une fois, n'hésitez pas. Et on vous invite à nous rejoindre pour notre prochain 5 à 7 qui est le 14 avril et qui aura comme thème Passé Futur. On attend vraiment des super présentations, dont un petit teaser à propos d'Assassin's Creed. Vous en saurez plus si vous venez à notre événement. Donc un grand merci encore à tous nos auditeurs et à la prochaine.